échanger des idées, nous donner votre point de vue. Notre table ronde va durer 35 minutes. Les 10 dernières minutes vont être consacrées à des questions-réponses. Donc, je vais vous inviter à faire part de cette table ronde aussi, de poser des questions qui vous tracassent, d'échanger avec nous. La première question par laquelle nous allons commencer, c'est de comment est-ce que vous voyez la situation de la femme, la position de la femme dans le domaine de la technologie au Maroc. Comment est-ce que vous pouvez la décrire? Ah, ok. Est-ce que j'ai pas besoin de micro là, c'est bon? Vous m'entendez avec ça? C'est bon? Ok. Alors, moi, en fait, avant d'aller dans la femme et la tech, parce que je dirais que la conséquence du chiffre que je vais annoncer, ou que je ne vais pas annoncer pour la tech, c'est la conséquence globalement des femmes entrepreneurs uniquement ou des femmes dans la sphère de la technologie? Des femmes dans l'écosystème de la technologie. De l'écosystème. Oui? Ok. Alors, en fait, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas vraiment de chiffres. C'est ça, en fait. On sait combien, globalement, de femmes sortent des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution au Maroc, en fait, où elles étaient 10% à un moment, et aujourd'hui, on est entre, je pense, 28 et 30 pour la partie école d'ingénieurs. Et j'imagine qu'avec les autres filières, tout confondu, on va peut-être arriver à 50. Donc ça, on le sait. Moi, en tant que recruteur, quand il s'agit d'avoir des candidats pour des fonctions dans les technologies, sur des candidats sur 4, vous avez globalement une femme sur 4 candidats. Et globalement, même en Europe, si on voulait revoir, vous avez toujours 4 hommes en fait pour une femme dans le domaine de la tech, dans l'écosystème. Et encore, autre nouvelle, c'est que vous avez la fédération de la PEBI, dont il est vice-président. Et la présidente est une femme, bien sûr, Selwa Karkri, qui était aussi fondatrice de la FEM. Mais mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a, je crois, moins de 7% de membres d'entreprises qui sont gérées par des femmes dans les technologies au sein de la fédération qui est la PEBI. Donc ça, c'est pour la partie entrepreneur. Après, dans l'écosystème salarial, donc on est globalement, on est à 22-25%. Et ça, c'est pour un peu vous donner un peu un panorama. Et tout à l'heure, je parlais avec la DRH d'Orange, et eux, en fait, ont une politique de discrimination positive dans le secteur des technologies, et dans tout ce qui est technique chez eux. Dans le middle management, dans tout ce qui est technique, ils ont quand même 35 femmes, 35% pardon, de femmes, alors qu'au début, quand ils ont recruté, ils étaient à 50-50. Ils ont eu des abandons. OK ? Et pour la partie plutôt directrice et management d'encadrement, on est plus à 22%. Donc, que vous ayez une idée, on est globalement, c'est quand même une femme pour 4, moi, je pense, et encore moins dans l'entrepreneuriat, puisque je disais aussi que j'avais une amie qui dirigeait un fonds d'investissement dans le numérique, et jusqu'à, je crois, l'année dernière, ceux qui ont pitché, qui ont été financés, une femme. OK ? Voilà. Donc, on n'est pas dans une situation extraordinaire, et il me semble que c'est aussi mondial de toute façon, mais ce n'est pas une raison. C'est des chiffres qui sont quand même étonnants. Je ne sais pas ce que Nadir aurait à ajouter aussi. Définitivement, c'est vrai que le cancer est là. C'est une malheureuse réalité. Il faudrait voir comment on peut travailler ensemble pour changer ça. Avant, en fait, d'approfondir, on va dire, et d'ajouter d'autres éléments, je voudrais quand même commencer par des choses positives. Déjà aujourd'hui, je suis très ravi de voir autant de femmes entrepreneurs à la Factory, c'est une première. Donc j'aimerais bien en fait qu'on s'applaudisse tous ensemble par rapport à ça, c'est super important. Et je voudrais aussi partager que je suis très très sensible au sujet. D'ailleurs, dans le monde de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, les plus belles success stories qu'on a au Maroc sont portées par des femmes entrepreneurs. Je vais citer deux. Nihma Al-Bassiouni qui gère Waste to Cap et Zineb Drensi de Dabadoc. C'est franchement de belles success stories. Et voilà, donc en termes de success story, on a 100% de femmes, 0% d'hommes. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble sur le sujet. Et puis, je voudrais aussi partager qu'à la Factory, on a plus de femmes que d'hommes, parce que la réalité, c'est que, voilà, on est beaucoup plus efficace comme ça. Revenons maintenant, en fait, aux statistiques, et c'est vrai que si, dans le monde de la technologie, on a une femme sur 4, dans le monde de l'entrepreneuriat, malheureusement, c'est encore plus bas.
c'est plutôt une femme par rapport à 10. Et ça, c'est pas top. C'est vrai que par rapport à l'Europe, on est encore plus bas. On est encore plus bas que la Tunisie et encore, donc, on va dire, bien sûr, le Rwanda et d'autres pays leaders en entrepreneuriat sur l'Afrique. Donc, on a en fait encore de la marge qu'on peut rattraper. Mais tout cela, en fait, nécessite de travailler sur plusieurs volets. Le volet social et culturel, parce que d'abord, c'est une question, ça démarre à la maison, à l'éducation. Et aujourd'hui, il faut que justement l'élite qui est en train de se régénérer puisse vraiment travailler sur ce point-là et mettre en avant, on va dire, le rôle de la femme dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on aura d'autres questions sur lesquelles on va pouvoir développer. Moi, je voudrais revenir sur le contexte aussi. Pardon. En fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que je ne parlerai pas que du Maroc, mais de manière générale de la relation des femmes et de l'avènement de la technologie dans les années 60-70, c'est que on se disait, étant donné qu'avant c'était le monde industriel avec des ouvriers, donc à la limite c'était normal qu'il y ait l'inégalité, qu'on ait moins de femmes, parce que c'était des conditions de travail très difficiles et autres. Et quand il y a eu l'avènement de l'informatique, 70-80, on s'est dit, naturellement, de toute façon, comme c'est des conditions de travail beaucoup plus faciles, donc naturellement, la parité va se faire. C'est ce que, globalement, je dis bien, dans le monde, on a pensé. En se disant, puisqu'on n'est plus à l'ère industrielle où les corporations d'ouvriers étaient là, donc peut-être que, en fin de compte, les femmes vont arriver naturellement. Premier constat, en fin de compte, elles ne sont pas arrivées naturellement. Deuxième chose, ça c'est un peu les causes. La deuxième chose, c'est que dans les stéréotypes, dans la tête des gens, que ce soit ici ou ailleurs, à l'Occident, ils ne sont pas mieux, c'est globalement, un garçon c'est fait pour les sciences, globalement. Et quand il y a eu les premiers micro-ordinateurs, on les offre aux garçons. Et donc c'est ces deux facteurs-là qu'on s'est pas dit, non, on va peut-être pousser pour que la parité existe dans le digital parce que c'est l'avenir. Donc au début, on s'est dit, puisque c'est des conditions de travail faciles, puisque ce n'est plus l'usine, ce n'est plus... les femmes vont sûrement y arriver, puis elles sont bonnes à l'école. Mais comme en même temps les stéréotypes ont la peau dure, en fin de compte, on a toujours dit que les garçons, sauf exception, sauf les deux jeunes femmes qui étaient là aujourd'hui, m'ont fait rire, parce que les parents étaient profs d'SVT, donc clairement, elles ont baigné dans la science. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est quoi les causes? C'est qu'en fait, la parité n'est pas quelque chose de naturel et il y a eu un très beau livre qui est écrit par je vous donnerai le nom tout à l'heure, par une chercheuse suisse qui s'appelle « Les oubliés EES du numérique ». Et elle explique très bien les raisons. Et elle s'applique à nous aussi. Donc c'est de dire qu'en fait on pensait que la parité se ferait grâce au numérique, et la parité ne s'est pas faite grâce au numérique. Mais moi si je dis ça, c'est pas victimisant, Moi, je pleure pas sur ça. C'est juste, c'est un fait, c'est un constat. Donc, si l'égalité n'est pas faite, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette parité se fasse? Parce que le numérique, c'est une chance. Alors moi, je vais terminer, je vais donner un exemple extraordinaire qui est la Malaisie. Pour les gens en Malaisie, ils considèrent que l'informatique, c'est plutôt un métier féminin, contrairement à l'Occident qui se dit que c'est la technologie, c'est des sciences, c'est technique, donc et puis les hommes avec leur ordinateur, ils ont l'impression d'engendrer quelque chose, donc ils sont dans la force. Et en fait non, les Malaisiens ils ont compris autre chose, ils ont dit non, puisque c'est un métier qui permet la flexibilité, puisque c'est un métier qui ne en fin de compte, c'est quand même un métier féminin. Donc, est-ce qu'il faut qu'on suive? C'est encore un stéréotype, on est d'accord, mais en tout cas, il nous arrange. Donc, voilà, moi je voulais juste raconter cette histoire qui nous permettait en fait de savoir pourquoi on en était encore à ces chiffres, sans pleurnicher. Je pense que c'est un constat froid. Merci. On t'entend? Ouais. Alors, en effet, les chiffres sont là, même si malheureusement on n'a pas suffisamment de données lorsqu'il s'agit du nombre ou de pourcentage de femmes qui sont actives dans le domaine, mais on le constate chaque jour. On voit que, comme l'exemple que vous avez cité d'Orange, ils ont commencé à 50-50, après maintenant ils sont à 30%. Je pense que l'idéal des entreprises marocaines actuellement est à 30%, pas plus que là, quand on parle de la présence des femmes dans le domaine de la tech.
Alors la question qui suit, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a peu de femmes dans le domaine de la technologie, alors que sur les bancs des écoles, pourtant, il y a beaucoup de femmes qui font des études en sciences, mathématiques, en ingénierie, mais dans le domaine du Mais travail, pas assez, hein. Pas assez non plus, hein. Comparé à d'autres pays comme la France, par exemple, on est déjà bien. Si seulement on pouvait garder ces chiffres, je pense que ce serait bien. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est des chiffres qui baissent. Et donc pourquoi cette baisse-là? Pourquoi, par exemple, l'exemple de Orange, pourquoi ils sont passés de 50 à 30%? Où sont passés ces 20% de femmes? Bien l'entrepreneuriat aussi. On voit souvent qu'il y a des jeunes femmes qui pitchent, qui gagnent, mais après, pourquoi ils ne font pas leurs entreprises? Est-ce que tu... Oui. En fait, il n'y a pas qu'une raison. Moi, je pense vraiment, il y en a plusieurs. Moi, c'est vrai que j'ai plus la tête dans des études qui sont faites pour le monde entier, parce qu'on n'en a pas. Mais j'ai quand même bon espoir, en tout cas qu'en 2020, il y aura réellement des études qui seront faites sur l'écosystème des femmes et le numérique. En tout cas, c'est une promesse que j'ai eue quand on était au Vivatech. Et je pense que le ministre, M. Alami, est très sensible, en tout cas aujourd'hui, à la question. Et il s'avère que la directrice du Conseil numérique en France, il s'avère qu'elle est marocaine. Donc elle aussi, c'est un sujet qui l'intéressait, et pour qu'on puisse transposer certaines choses pour pouvoir faire des études ici au Maroc, pour avoir vraiment les raisons et pour pouvoir pousser. Donc ça, c'était juste pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, aujourd'hui, des initiatives pour comprendre et pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech, il n'y en a pas, à part des initiatives d'ONG ou de... Je dirais, il n'y a pas encore une volonté... il y a une volonté gouvernementale pour qu'il y ait l'égalité, oui, mais pour qu'il y ait des femmes dans le numérique, bon, je pense pas, en tout cas aujourd'hui, j'ai aucunement connaissance qui en est dans le secteur. Après, c'est à nous de dire aussi, de multiplier ce type d'expérience. Et puis moi, j'aimerais interpeller Mehdi, c'est à la factory, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas la parité ou quand vous n'avez pas assez de jeunes femmes? Comment vous faites pour aller les chercher éventuellement? Je sais pas. Moi, tu vois, je me pose la question. Effectivement, donc on ne va pas revenir sur les causes parce qu'ils sont un peu historiques par rapport, on va dire, à ce métier qui était avant tout de l'électronique, puis s'est transformé, on va dire, au software. Aujourd'hui, au niveau, on va dire, mondial, je pense qu'il y a les 17 ODD, et parmi eux, il y a comment faire en sorte que, voilà, en fait, il y a plus de femmes qui sont dans le numérique. Et il y a pas mal de programmes, notamment des programmes de la Banque mondiale, des programmes de la GIZ, qui œuvrent pour avoir, on va dire, augmenter, on va dire, le nombre de femmes entrepreneurs. Alors, je sais que quand nous, on fait nos programmes d'entrepreneuriat, on se donne un quota, qui est d'avoir un tiers d'entrepreneurs femmes. Donc, même si on reçoit par exemple 2 projets qui n'ont pas le même niveau, mais on va avoir cette discrimination positive parce que ça fait partie d'abord du concept, on va dire, du programme qu'on a initié au démarrage, et c'est une cause qui nous est très très chère. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes internationaux qui prennent cette question de manière extrêmement sérieuse et qui travaillent dessus et qui fait partie, on va dire, des critères de sélection et d'accès aux différents programmes. Oui, je sais qu'il y a aussi des programmes américains. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi, je suis sûre que certaines jeunes femmes qui ne sont pas encore dans la tech vont se dire pourquoi ils veulent qu'on aille dans la tech. C'est vrai, c'est à la limite, pourquoi ne pas aller entreprendre dans autre chose? Mais moi, je suis sûre qu'on est à la factory et on est dans un pays africain et je pense qu'aujourd'hui, la tech crée énormément de valeur. Et il est normal que je pense que, comme il y a eu l'ère industrielle, maintenant on est à l'ère numérique. Alors si on rate à chaque fois toutes ces révolutions, déjà en tant que pays, et si en tant que femme on la rate, bon, c'est quand même... Bon, en fait c'est ça, c'est de se dire, on est dans une vague, est-ce qu'il faut... Et on doit la prendre. On ne doit pas être toujours, comme je dis toujours dans l'équipe de foot, toujours sur le banc de touche. Il faut qu'on joue. En fait, c'est ça, hein, puisque l'ère du numérique est une ère, je pense que c'est un enjeu même pour les hommes, hein, ce n'est pas uniquement pour les femmes. Mais comme on est moins nombreuses, et comme c'est une perte de talent pour le pays, quel est l'objectif? C'est l'objectif de cette expérience-là aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Donc, je voudrais juste, si on peut aller plus dans les détails de cette question qu'on a posée. Par exemple, Mehdi, il a cité qu'il y a des programmes, et les programmes qui mettent un quota, un tiers de femmes. Je voudrais savoir, par exemple, pour les entreprises, est-ce qu'il y a des stratégies dans ce qui concerne le recrutement, vu ton expérience, voici là, est-ce qu'il faut imposer des quotas? Ce serait bien qu'il n'y ait pas de stratégie gouvernementale qui est centrée sur la femme pour to empower women in tech.
Mais au moins, est-ce que les entreprises, est-ce qu'ils ont déjà cette idée en tête? Ou bien est-ce que pour eux c'est normal? On fait des annonces, et après c'est les profils qui viennent en recrute. Bon, c'est vrai que c'est quand même la compétence qui va prévaloir, on est tout à fait d'accord. Mais franchement, moi je le vois dans mon expérience de recruteur, de recruteuse, je ne sais pas si je dis, quand on a un client on a à compétence égale un homme et une femme, il arrive très souvent que notre client nous dit je préfère une femme. Donc franchement, c'est pas... Et puis de toute façon, c'est le privé, vous ne pouvez pas leur imposer à eux le quota. Par contre, on peut imposer aux écoles d'ingénieurs des quotas. On peut dire que pour certaines filières informatiques, que pour des écoles de codage, eh ben, il faut qu'il y ait tant de filles obligatoirement. Ça, par contre, je pense qu'on peut imposer. Par contre, l'entreprise, tu ne peux pas lui dire, par contre, la sensibiliser, tu peux fiscalement, éventuellement, l'intéresser, mais elle n'est pas, franchement, quand elle a une compétence, elle ne va pas se dire, je ne veux pas une femme. Hein. Ma question, c'était juste pour savoir s'il y a cette orientation des entreprises. Est-ce que les entreprises... Elle n'est pas naturelle, non. Pour objectif la parité? Non, pas spécialement. Des fois, c'est le manager qui a une vraie volonté et c'est sa personnalité. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait qui est particulièrement... non, je ne suis pas là tous les matins où j'en suis dans la parité. Non. Définitivement, je pense que ça dépend du management et de l'état d'esprit du gérant pour prendre ce genre de décision. Ce n'est pas possible d'imposer des quotas, mais voilà, aujourd'hui, il est tout à fait naturel d'essayer d'arriver à la parité. Concernant, en fait, moi je voudrais revenir sur le volet entrepreneurial et ce que j'ai appris autant qu'entrepreneur, c'est qu'on ne nous donne rien, on va toujours aller arracher des choses. Et je pense que c'est la même chose pour la femme entrepreneur. C'est la envie, en fait, il faut qu'elle y aille. La seule personne qui peut la bloquer, c'est elle-même. Ok, d'autocensure. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est peut-être normal parce que pourquoi? Parce que depuis que tu es toute petite, en général, pas dans toutes les familles, hein, parce qu'on ne parle pas non plus que de l'axe Casaraba, hein, donc il faut peut-être qu'on élargisse. C'est vrai que de toute façon, c'est peut-être pas fait pour ce métier où on dirige naturellement vers des choses plus douces, plus souples, ou pourquoi pas. De toute façon, il y a aussi aujourd'hui des femmes qui font des métiers extraordinaires. Mais il est vrai qu'elles-mêmes s'autocensurent en se disant... Moi, je vois même ma fille, elle me dit « Oh non, moi, les maths, les sciences, c'est pas fait pour moi. » Moi, ça me choque. Vous imaginez, féministe comme je suis. Donc, c'est le fait de se dire « C'est pas fait pour moi. » Après, qu'on n'ait pas d'affinité, qu'on préfère les arts, pourquoi pas aussi, hein, de toute façon, le digital est partout. Mais il est vrai que, moi, je comprends, oui, c'est vrai, elle n'est pas qu'au Maroc, c'est dans le monde entier, il y a de l'autocensure. Mais je pense que la génération d'aujourd'hui, cette dernière génération, elle est moins... Moi, je crois qu'elle est moins complexée, elle est décomplexée. Et elle n'en a rien à faire des stéréotypes, il me semble, hein, et qu'elle va là où... et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Moi, je pense que tu as raison, il y a de l'autocensure, et il y a aussi la peur de l'échec, aussi une façon de se dire, je ne vais pas oser, voilà d'y aller. Parce que pourquoi ces jeunes femmes qui sont dans les écoles d'ingénieurs, donc certaines sont là, elles ont entrepris, mais pourquoi d'autres ne vont pas vers l'entrepreneuriat, ne vont pas vers les startups, ou ne vont pas... moi, je pense que ça se joue beaucoup plus tôt. Ça se joue entre 12 et 16 ans. Peut-être plus tôt, mais en tout cas, en 12 et 16 ans, c'est comme là qu'on se construit et qu'on construit un peu son projet et qu'on se projette un peu, en tant que fille ou en tant... Enfin, et je pense que, de ce point de vue-là, si on a des modèles qui passent à la télé, qui passent dans les réseaux sociaux, et qui vont dire « Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ce parcours, j'ai réussi, et toi aussi, tu peux le faire. » Donc déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y ait plus de formation informatique dans l'école et qui soit formelle et qui soit réellement par quota pour les filles. Justement, c'est-à-dire qu'on insiste. Bon, je dis que je rêve peut-être, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Par contre, le quota pour un gouvernement ne coûte rien. C'est une décision qui, comme on l'a fait pour les femmes en politique, elle ne coûte pas cher, elle est rapide. Donc moi, je pense que c'est l'une des premières, en tout cas, qu'on peut utiliser pour le public, pour l'école. Et pour le privé, c'est beaucoup plus compliqué, j'imagine. Mais si le privé, vous lui mettez une compétence, surtout aujourd'hui, il y a une telle, je dirais, il y a une telle faille dans le nombre de gens dans les IT, et si les femmes étaient là, elles seraient recrutées. Est-ce qu'elles auraient moins envie d'aller s'expatrier dès qu'on vient leur offrir un contrat? J'en sais rien, peut-être pas. Parce que ce sera peut-être ça la chance du Maroc. C'est de se dire, si on avait plus de filles, peut-être qu'elles auraient moins envie de partir que les garçons, et qu'en fin de compte, les entreprises auront du monde. Ça, c'est peut-être un argument, hein, je sais pas. Je l'ai eu là maintenant.
En effet, il y a une question que je vais poser tout à l'heure et qui me tourne dans la tête. C'est pourquoi est-ce qu'on veut que les femmes soient de plus en plus nombreuses dans le domaine de la technologie? Est-ce que vraiment la technologie va apporter quelque chose aux femmes? Est-ce qu'elle va changer la situation de la femme au Maroc? Parce que c'est une question qui se pose quand même. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va assurer à la femme marocaine une certaine stabilité, indépendance économique? C'est une question qui se pose quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Mehdi. Ouais, je pense que la réponse est super évidente. Aujourd'hui, voilà, en fait, la femme en informatique est plus compétente que comment dire. Quand elle s'y met. Mais forcément, elle va s'y mettre. Oui, en oui. fait, et c'est vrai qu'on n'a pas d'études concrètes qui va démontrer ça. Quand même, en 18 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de recruter à peu près 300 personnes. Et la différence, elle est claire. Enfin, dans mon esprit, si j'ai le choix entre une femme et un homme qui ont les mêmes compétences, il n'y a pas photo. Il ne faudrait pas que nos hommes se sentent discriminés dans la salle. Non, en fait, je pense que c'est une question de maturité aussi, avec l'âge. Une femme est beaucoup plus rapidement mature qu'un homme et est beaucoup plus stable. Et c'est super important dans une entreprise. On a besoin de stabilité, on a besoin de compétences, on a besoin de persévérance. Et aujourd'hui, avec cette génération justement de millénium, on est dans un monde où les choses, on va dire, tous les paradigmes ont changé. Il y a un décalage entre le mindset, on va dire, du manager et des milléniums. Il y a un gap qui est énorme et il y a ce manque de stabilité. Et c'est super important, en fait, pour une entreprise d'assurer ce volet stabilité et performance. Et par expérience, voilà, aujourd'hui, quand la question se pose à mon niveau, je ne réfléchis pas longtemps. Ouais. Mais on est d'accord que si, globalement, même le Maroc ou le continent africain, de toute façon, l'enjeu du numérique est un vrai enjeu de croissance. Donc ça répond à ta première question. C'est que le numérique est un enjeu de croissance. Parce que moi, je pense qu'il y a deux chances pour le continent africain, encore plus que le Maroc, c'est les femmes et le numérique. Parce qu'en fin de compte, les femmes n'ont pas développé tout leur potentiel et le numérique est notre dernière révolution. Et c'est vrai que si on rate encore cette révolution, je ne sais pas si ça te répond à ta question. Voilà. Donc le numérique est une source de croissance, on n'est pas assez présente alors qu'on est 50% de la population. Donc en fait, il faut qu'on y soit. Moi, je pense que l'enjeu, il est là. C'est pas rien que de se dire pour que ça fasse... parce qu'on dit geek, c'est ça, mais c'est masculin, non? Oui, bon voilà. C'est un mot anglais, donc. Oui, mais bon, mais quand même, nous, quand on le francise, je sais pas, on pense aux garçons. C'est vrai, c'est comme tu as dit tout à l'heure, à la base, tout ce qui est numérique, c'était plus pour les hommes. Mais c'est vrai que là, vous avez parlé de ce que le pays va gagner, pour ne pas rater la vague de transformation digitale, ce que les entreprises aussi ont à gagner en recrutant une femme. Mais qu'est-ce que la femme elle-même a gagné Moi, j'ai vraiment quelque chose de très important et j'avais beaucoup parlé de ça avec... on a un très bon professeur marocain qui était à l'ISEC et qui est aujourd'hui en Corée, M. Habibouchri. Il me disait toujours, tu sais, voici là, ce que les femmes vont gagner avec le digital, c'est l'écrasement temps-espace. Oui, et parce que quoi? En fin de compte, oui, il me dit, c'est pour ça que les gens en Malaisie considéraient que c'était un métier de femme. C'est parce qu'il me disait l'avantage avec le digital, donc le numérique, c'est qu'elles peuvent, avec les tâches qu'elles ont par ailleurs, ou les responsabilités qu'elles ont par ailleurs, surtout si on est entrepreneur, c'est qu'on peut travailler là où on est, à l'heure qu'on veut. Et voilà, là où on est, voilà. Et pour lui, c'était quand même quelque chose de, en tout cas un gain pour les femmes extraordinaire. Donc, en tout cas, voilà. J'ai retenu. C'est sûr, c'est une flexibilité très importante, notamment pour la femme qui est généralement on a beau parler d'une femme qui travaille, quand même la femme elle a une famille, elle a des responsabilités, donc dès qu'elle peut avoir cette certaine flexibilité, c'est un avantage. Parce que tu sais, qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ça dans des études récentes de l'Union européenne, c'est que les femmes, quand elles sont dans les startups, elles y sont de 20 à 30 ans. Et en fait, à partir de 35, elles quittent. Parce que c'est plus des environnements qui leur conviennent pour leur vie. Par contre, quand elles redeviennent ou consultantes à titre personnel ou autre, elles arrivent à gérer leur temps. Et donc, il y a quand même cette dimension familiale souvent qui interfère. Et je pense que le numérique peut peut diminuer. Et donc, c'est un avantage pour les femmes, si ça répond. Pour rendre les choses plus smooth et plus flexibles, comme on a dit. Merci.
Alors là, on a vu la situation actuelle, on a vu un peu les causes, on a vu aussi la femme pourrait gagner à ce changement. Maintenant, puisqu'on a dit que c'est orienté plus vers les solutions, est-ce qu'on peut parler un peu de comment est-ce que nous, les organisations, les incubateurs, les recruteurs, enfin toute la société, comment est-ce qu'on peut faire pour assurer la participation de la femme marocaine dans tous les aspects de la transformation digitale. Comme vous avez dit tout à l'heure, pour n'a pas raté cette vague de transformation digitale, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la participation de la femme? Moi, je pense que les grands chantiers nécessitent des décisions politiques courageuses. Je vais prendre un parallèle rapidement. Et l'exemple justement de la France. La France n'était pas connue par les startups. Et quand le président Macron est arrivé, déjà en fait le sujet lui plaisait à titre personnel. Et puis il est venu avec tout son leadership. Il a créé justement, enfin il a favorisé la création de la station F, d'un salon énorme comme Vivatech. Et aujourd'hui, Paris ou la France est devenue la capitale des startups. Avant, ils n'arrivaient pas en fait à lever même pas 100 millions d'euros. Aujourd'hui, chaque année, ils sont à 5 milliards. Et là, on parle tout ça, c'est fait en 4 ans. C'est énorme. Donc, si on a vraiment envie, en fait, de traiter ce problème de manière au niveau de la racine, il faut trouver, en fait, un leadership politique qui permet, en fait, d'imposer des quotas, créer des programmes qui sont dédiés, créer même des incitations, on va dire, fiscales. Pourquoi pas? On est là pour de brainstormer, pour imaginer tout ce qui est possible, mais pour atteindre cette finalité qui est in fine dans l'intérêt de tout le monde. En tout cas, déjà, l'initiative qu'il y a aujourd'hui est une initiative qui permet en tout cas de faire le point, de réfléchir et de se dire comment est-ce qu'on peut y aller ensemble. Et je pense aussi qu'on a une agence du digital qui a été créée il y a 2 ans, hein, c'est ça, qui a été à un moment dirigée par une femme, je crois par intérim, et puis voilà. Et on a un ministre qui, en tout cas aujourd'hui, entend l'intérêt pour qu'on ait aussi plus de jeunes femmes Donc moi, je pense que les initiatives comme aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de faire du lobbying. C'est d'aller vers au niveau du gouvernement et au niveau du ministère concerné particulièrement, pas uniquement, mais en tout cas, il y a l'éducation aussi, et franchement, faire un peu plus de bruit pour dire que voilà ce que le pays va gagner. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Moi, je pense que c'est ça, c'est lobbying, c'est multiplier ce genre d'initiatives et surtout être visible. Moi, je pense que c'est bien, vous avez fait un tour Tunisie, Maroc, Jordanie. Le tour Maroc, c'est bien peut-être qu'il soit dans les réseaux sociaux, que la télé, je sais qu'elle va relayer, mais je pense qu'il faut aller plus loin, il faut faire du lobbying, toutes et tous, comme on est en tout cas dans les actions dans lesquelles nous sommes. C'est sûr. Enfin, juste pour rappeler comment, l'objectif de l'événement, bien sûr, c'est de faire le tour, d'aller faire des interviews avec les différentes femmes entrepreneurs pour voir la situation de l'écosystème actuel et aussi pour faire, comme a dit Mehdi, un brainstorming de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et par la suite, il y aura des policy papers, des recommandations qu'on va faire au gouvernement pour que eux, ils puissent définir des stratégies. Mais voilà, l'objectif qu'on soit réunis ici, c'est de pouvoir imaginer, comme tu as dit, Mehdi, les différentes solutions qu'on peut faire. Donc on a parlé par exemple de quotas, on a parlé de modèles aussi. De modèles, bien sûr. Donc il y a des choses que le gouvernement peut faire, mais il y a des choses que c'est pas dans la main du gouvernement, c'est de l'autre partie. Et puis moi je trouve que j'aime beaucoup la politique aussi du petit pas, du petit à petit. C'est que si même aujourd'hui, dans les étudiants que nous avons là, on a donné envie, vous avez donné envie à une ou deux d'entreprendre et d'y aller, je crois que c'est gagné. Franchement, c'est ça en fait aussi. C'est pas de se dire il va y avoir une révolution, mais peut-être que les choses vont se faire comme ça petit à petit, de l'inspiration, de l'échange, et ça va marcher. En attendant qu'on puisse avoir un leadership qui puisse faire un changement politique important, on pourra faire de plus en plus d'initiatives comme ça, s'encourager entre femmes, ou bien s'encourager. Et les hommes, des hommes aussi comme... Voilà. Moi je pense que l'inclusion, elle est importante parce qu'en fait ils sont partie prenante. Parce que, en fin de compte, si je vous disais, c'est comme le sport. Si on joue tous ensemble, tout le monde gagne et donc tout le monde est gagnant. Donc il n'y a pas de. C'est une question de confiance. Que, par exemple, les gens, comme Mehdi, quand ils font confiance à des femmes, qui les encouragent à donner leur potentiel complètement, c'est quelque chose de très important. Et sans ça, on ne peut pas avancer. Merci. Je vous remercie à vous deux. C'était très enrichissant.
J'invite maintenant le public, si vous avez des questions, si vous avez des interventions, des choses à ajouter, c'est à vous. Après, je vais parler de la pause. Notre ami, là. Je te passe le micro. Je suis contente que tu sois restée. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi j'ai pas une question, mais j'ai juste peut-être la réponse à une question qui a été évoquée tout à l'heure. Pourquoi la femme dans le digital, dans les STEM? Je dirais pour deux raisons. La première, qui est globale à toutes les industries, pas forcément pour les STEM, il y a eu des études américaines qui démontrent que si on était dans la parité parfaite, d'ici 2025, on gagnerait 12 milliards de dollars sur le PIB. C'est énorme. Donc, en fait, ce qu'il faut dire aux dirigeants, c'est que le sujet, c'est ça ce qui parle aux dirigeants, on va le dire, on ne va pas le faire juste pour le faire. Ce qui va leur parler, c'est la performance et le business. Avoir autant de femmes que d'hommes en entreprise, on gagne en performance et en business. Ça, c'est un point à la rigueur qui concerne tous les secteurs d'activité. Le deuxième point qui est peut-être spécifique digital, la femme est connue pour sa créativité. Et donc, dans le digital, dans l'innovation, on a besoin d'être créatif. Ce qui fait la créativité, finalement, c'est la mixité, la diversité. Alors la diversité, on ne va pas en parler aujourd'hui, on est vraiment sur le sujet de la mixité, mais plus on a de personnes qui sont différentes dans un groupe de travail, et plus on sort avec des idées intéressantes et innovantes. C'est ce qui fait les STEM et le digital. Alors justement, je voulais juste, quand tu parlais de la diversité ou de la mixité, par exemple dans le recrutement, il y a des algorithmes qui sont faits malheureusement que par des hommes. Absolument. Oui, ou que par des blancs. Hein? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et bien quand il y avait, après il fallait choisir les candidats dans la base de données, ça c'est vraiment terrible. Et bien ça a donné, il fallait être homme, blanc, et ben, bien sûr, puisque de toute façon c'était pensé par une seule, je dirais, une seule catégorie. Donc c'est quand même, il y a un grand danger par rapport à ça. Hein. Merci. Ça me l'a rappelé. Par rapport à un deuxième point, je disais tout à l'heure, quand un dirigeant d'une entreprise marocaine a le choix entre deux effets, femme et homme, il choisit généralement la femme. Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas le choix entre CV d'hommes et de femmes. C'est que souvent, on a un bassin de CV masculin, d'hommes. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est comment je mets plus de CV femmes. Et moi, je l'ai vécu dans mon entreprise. En fait, à un moment donné, je me suis retrouvée la seule femme parmi 30 hommes. Et ça a été un déclic pour moi, il y a un peu plus de 2 ans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me dis féministe et je me retrouve toute seule dans une équipe d'hommes. Et du coup, ce qu'on a fait avec mon équipe de management, c'est de se dire, à chaque fois que j'ai un CV d'homme, je mets à côté un CV de femme. Tout aussi compétente, bien évidemment. Mais en tout cas, on en trouve, mais il faut aller les chercher. Et je travaille avec des cabinets de recrutement, j'ai dû leur forcer la main pour aller chercher les profils de femmes pour nous rejoindre dans une entreprise qui porte sur le digital. Et donc, à chaque fois qu'on a eu le choix, c'est vrai qu'on a eu souvent le cas, et du coup, on a pris plutôt des femmes. Aujourd'hui, on arrive à une parité 50-50, femmes et hommes. Mais voilà, il faut se forcer, il faut en être convaincu d'une part, et il faut se forcer à aller chercher des CV de femmes qui peuvent parfois, soit elles n'ont pas confiance en elles, soit culturellement ça ne passe pas, et ce sont les raisons pour lesquelles elles ne postulent pas généralement. Voilà, merci à tous. Et c'est un push-up. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je suis vraiment désolée, c'est Finette Nani, je suis directrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone et qui œuvre dans la transformation digitale. Merci. C'est un bel exemple. Très bel exemple, en réalité. Je voulais juste ajouter un petit truc. J'ai vu le documentaire de Bill Gates et il y avait un témoignage de sa femme et qui a dit que lorsqu'elle a rejoint l'équipe, parce qu'elle travaillait chez Microsoft, c'est la première fois qu'ils ont commencé à réfléchir user experience. Avant, ils faisaient des algorithmes, ça devait marcher, puis c'est tout. C'est l'esprit masculin. Mais quand la femme a rejoint l'équipe, elle pensait plus à l'expérience utilisateur, ça doit être beau, ça doit être facile à utiliser. Donc en effet, comme tu as dit, tu as parlé de créativité, les femmes ont beaucoup à ajouter à une entreprise, en effet. Merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait Pareil qui arrive. Bonjour à tous, je m'appelle Erkan Kalmouni, je suis avocate au barreau de Casablanca. Donc je parle du nouveau des lois que je connais très bien. Alors au Maroc, on a la constitution qui interdit toute discrimination entre les femmes et qui, on va dire, concrétise le principe de parité.
quel que soit le domaine, que ce soit dans les écoles, dans les études, dans le monde du travail, etc. Et on a aussi, plus spécifiquement, une législation de travail qui interdit toute discrimination à l'égard des femmes, notamment à l'embauche, qui protège par exemple la femme enceinte au cours de son contrat de travail, etc., pour qu'elle ne subisse pas de licenciement à cause de sa situation, qui est tout à fait naturelle. Mais ce qu'on remarque sur le marché du travail, c'est que concrètement, lorsque, comme a dit madame qui vient de parler, lorsqu'on a un CV d'homme et un CV de femme, dans la plupart des cas, les gens préfèrent les hommes. Parce que la femme, déjà, ça, pour eux, pour les employeurs, ça engendre peut-être plus de frais. C'est les congés maternité qui arrivent, le premier gosse, le deuxième, etc. Donc pour eux, ils veulent un employé qui soit là tout le temps, qu'il n'y ait pas d'arrêt, de suspension, etc., dû à des conditions que la femme, de façon naturelle, doit subir. Et voilà, donc sur le marché du travail, sur la réalité, ça se passe autrement que sur papier. Sur papier, le législateur a concrétisé l'égalité, mais dans le marché du travail, on remarque que c'est tout à fait le contraire. Donc en fait, j'invite les femmes qui sont victimes, en quelque sorte, de ce genre de position, ou qui estiment qu'elles ont été lésées par ce genre de comportement, de dénoncer, d'aller jusqu'au bout de la chose, parce que en se taisant devant ce genre de situation, on encourage encore les employeurs à pratiquer de tels comportements abusifs. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, en fait, juste une chose, c'est plus général pour les femmes, et c'est pas du tout encore un discours qui soit victimisant ou autre. Il faut quand même rappeler un chiffre du Haut Commissariat au Plan qui est récent. Il y a quand même 2 femmes sur 10 en activité au Maroc, et pas plus. Et il y a 10 ans, c'était 3. Donc il y a quand même un souci. Et ça, c'était aussi le laboratoire d'études d'HEM qui avait aussi fait tout un papier sur ça pour dire attention, il y a vraiment... Donc attention, c'est imaginez 2 sur 10, alors sur 2 sur 10, combien dans le numérique? J'ose même pas imaginer. C'est vrai qu'en réalité, les choses sont différentes. Peut-être c'est une question de mentalité aussi des managements, c'est plus... Et d'éducation. L'éducation aussi. Une dernière question peut-être, ou une intervention? Après, il faut qu'on y aille. En fait, je voulais juste, par rapport à ce point, je voulais, peut-être parce qu'on parle de mentalité, mais en fait, je viens de rentrer d'un voyage aux États-Unis et on a eu une belle rencontre à l'Académie, National Academy of Sciences, où ils sont en train de traiter cette question de femmes. Et en fait, ils ont fait une expérience sympathique qui est de faire un fake résumé. Et en fait, ils ont les mêmes compétences. En fait, ils ont pris un CV, ils l'ont dupliqué, puis ils ont mis nom de femme, nom d'homme. Et puis, automatiquement, tous les recruteurs choisissaient les hommes. Donc, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment pour ça. Et je voulais aussi évoquer un point de chiffres, parce que depuis tout à l'heure, on parle de parité, combien de femmes, combien d'hommes. Mais je pense que c'est pas forcément une bonne chose de raisonner comme ça. Moi, en tant que femme entrepreneur, je me retrouve souvent invitée à des clubs d'entrepreneurs ou des choses qui concernent les entrepreneurs. Et quand je me retrouve là-bas, je trouve que ils m'ont appelé parce qu'ils ont besoin de compléter la parité. Et j'ai pas. Et en fait, du coup, je ne retourne jamais à ce genre de clubs qui sont que à la recherche de chiffres. Et peut-être qu'il faut essayer de comprendre les besoins de la femme, parce que nous, les femmes, on a besoin qu'on nous reconnaisse pour nos compétences, pas en tant que femmes. Et je veux bien qu'on soit peut-être plus d'hommes que de femmes, mais avoir les gens qui sont là pour les bonnes raisons, pas parce que... C'est une opportunité pour bah oui, moi je l'ai vaut mieux y être et en parler que de ne pas y être. Oui, mais malheureusement, en fait, je ne sais pas, mais... peut-être c'est... Non, alors moi je suis un peu plus âgée que vous, alors je vais vous dire, il faut y aller. Parce que la politique de la chaise vide, c'est jamais bon. Si on vous a appelé pour les mauvaises raisons, vous n'en avez rien à faire. Ce qui compte, c'est que vous êtes là et que vous allez parler, que vous allez être visible et que vous allez représenter votre point de vue. C'est pas grave.
Moi, je pense qu'il faut... Ça, je l'ai compris trop tard, parce que j'ai compris que c'est un jeu qu'il faut jouer. Oui. Et c'est pour ça il faut en profiter, en fait. J'ai commencé à faire plus d'efforts, Oui. mais c'est quelque chose qui m'a... au départ, en fait, ça me repoussait un peu. Oui. Et du coup, je me laissais tomber. À chaque fois que je voyais que c'est comme ça, je reculais et j'y allais. En fait, plus vous irez, plus on vous écoutera et plus après ce sera naturel. Vous savez, c'est vraiment des choses qui sont naturelles. On est entre nous, on n'aime jamais les choses différentes. C'est pas que hommes et femmes, hein. C'est couleur, c'est tout ce que vous voulez, c'est âge. Donc vous, quand on vous invite, il faut y aller. Et au bout d'un moment, on sera convaincu qu'il faut vous inviter vous et pas quelqu'un d'autre. Et on sait pourquoi on vous a invité. Mais c'est normal, c'est vrai, on vous invite pour les mauvaises raisons, mais il faut y aller. On va... Je vais juste rajouter un commentaire très rapidement. En fait, il faut être conscient que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont injustes et qui ne sont pas, on va dire, bien faites. Et il faut se battre pour changer ça. Et justement, des opportunités comme celle-là, il faut les utiliser pour transformer les mindsets et pour démontrer que, voilà, que c'est important d'être là. Et effectivement, la politique de la chaise vide, c'est la pire on va dire, des situations. On vit dans un monde d'inégalité, mais c'est à nous de le changer différemment. Alors, très beau message sur lequel on peut s'arrêter, de faire les choses, de prendre l'action pour changer. Il faut oser faire et prendre l'action. Donc, je vous remercie énormément. Voici la midi. Je remercie tout le monde et je vous invite maintenant à aller pour notre pause pour continuer à discuter. Et il y aura aussi des activités en parallèle. Vous pouvez aller à la rencontre des robots et d'autres activités. Merci beaucoup.